Dans cette vidéo, nous commençons l'étude de la physique avec mon chapitre 1 de mes notes de cours, intitulé « La position, le déplacement, la vitesse et la distance parcourue ». Avant de débuter cette étude, allons situer ce chapitre-là versus l'ensemble du cours. Avec le chapitre 1, on débute la grande partie de la physique mécanique qu'on appelle la cinématique ou l'étude du mouvement. Donc, on voit là, que dans mes notes de cours, il y a 6 chapitres là, qui portent sur cette matière-là. Le chapitre 1, ce qu'il y a de particulier, surtout qui est très similaire au chapitre 2, c'est qu'il n'y a pas d'accélération. Okay? Quand on dit avec A est égal à 0 ici, ça veut dire avec aucune accélération. Avant de débuter l'étude à proprement parler du chapitre 1, on va aller se donner un aperçu du contenu. Pour ce faire, j'utilise le résumé du chapitre 1. Dans le résumé, ce qui est présenté dans un premier temps, c'est l'allure générale des schémas, de tous les schémas qu'on va faire là, dans le cadre du chapitre 1. Sauf exception, on va toujours faire un axe des X. On va toujours dessiner un objet qu'on va représenter. Si vous êtes comme moi, pas très bon en dessin, ben moi, que ce soit une auto, un avion, un chien, un être humain, je représente tout ça par un point sur un schéma. Et souvent, ça, je mets en trait continu la position initiale, puis les autres positions de l'objet plus tard, je les mets en pointillé. Je pourrais aussi montrer que l'objet a suivi une trajectoire bizarre. On va voir aussi là, toutes ces autres variables-là là, que je mets sur le schéma, mais ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est la cote pour montrer des distances parcourues ou des déplacements. Et évidemment aussi les vecteurs, parce qu'on va avoir des grandeurs qui sont de type vectoriel. Entre autres, dans le cadre du premier chapitre, la seule grandeur vectorielle qu'on a, c'est la vitesse. Bien, quand on veut représenter la vitesse d'un objet, on va dessiner une flèche, on va écrire V, puis on va répéter une petite flèche au-dessus du V. Ça, c'est le dessin d'un vecteur, puis ça, c'est l'identification d'un vecteur. Là. On met une petite flèche par-dessus pour faire la différence, par exemple, avec le temps, qui n'est pas une donnée vectorielle, puis qui n'a pas de petite flèche au-dessus de son symbole. On va voir aussi dans le chapitre la grandeur physique qui s'appelle vitesse moyenne. Donc, c'est une vitesse, donc on la représente sur un schéma par une grande flèche, je dis grand, par une flèche dont la grandeur est proportionnelle à la vitesse, puis on l'identifie, la vitesse moyenne, que c'est une grandeur vectorielle en mettant une petite flèche au-dessus du symbole là, utilisé. Dans ce premier chapitre-là, on met en relation donc des longueurs, je devrais dire plutôt déplacement et distance parcourue, mais c'est deux choses qui se mesurent en mètres, donc ce sont des longueurs. On les met en relation avec du temps. Donc, vous voyez les symboles qu'on prend ici pour le temps. Quand on veut faire du temps écoulé ou un intervalle de temps, on appelle ça delta t, qui correspond à temps final moins temps initial. Quand on veut parler de la position de l'objet, non pas de son déplacement, mais purement d'à quel endroit qu'il est, on peut être la position initiale ou la position finale. Évidemment, cette position-là, par rapport à un axe des X, puis par rapport à un système de référence, peut être plus grande que 0. Donc, on est en avant de mon système de référence, ou plus petite que 0, on est en arrière. Dans certains de mes cours, on va apprendre à tracer un graphique de position en fonction du temps. Donc, sur l'axe des X, on fait apparaître le temps, les secondes qui s'écoulent, puis on trace à quel endroit est l'objet en fonction du temps. Fait que, exemple ici, à 1 seconde, l'objet, si je dis que chaque carreau c'est 1 mètre, ben, à 1 seconde, l'objet est à 2 mètres. Rendu à 2 secondes, il est à 0 mètre. Puis rendu à 3 secondes, il est rendu à moins 1 mètre. Ça fait qu'on a un objet qui recule. C'est une façon de représenter la position de l'objet dans le temps. On va également utiliser, définir puis utiliser ce que c'est qu'un déplacement. Donc, de calculer le déplacement, c'est la position finale moins la position initiale. Donc, c'est une mesure en mètres moins mètres. Ça va donner des mètres. La notion la plus importante du chapitre, c'est la vitesse moyenne selon X. On va utiliser beaucoup cette formule-là. J'avais ajouté dernièrement là, une version où on ne tient pas compte du signe. Donc, si je veux juste avoir la vitesse, la valeur absolue, je pourrais le calculer comme ça. Quand on utilise cette formule-là, ben, ça peut donner une vitesse positive, exemple plus 5 mètres secondes, puis ça peut donner une vitesse négative, exemple moins 5 mètres secondes, ce qui veut dire que l'objet recule par rapport à l'axe des X. On va apprendre à faire la différence entre ces deux items-là. On va apprendre à représenter la vitesse moyenne sur un schéma. Donc ici, c'est un objet qui a une vitesse moyenne positive, donc qui avance. Puis ça, c'est un objet qui a une vitesse moyenne. Je dis vitesse moyenne. Dans le fond, c'est la vitesse selon l'axe des X qui est positive. Puis ici, c'est la vitesse selon l'axe des X qui est négative. Parce que dans les deux cas, je pourrais dire qu'il y a une vitesse moyenne de 5 mètres par seconde. Donc, une vitesse absolue de 5 mètres par seconde. Donc, il n'y a pas de signe quand je donne
la vitesse absolue si on veut. Mais je peux mettre un signe aussi. Dans ce cas-là, je fais référence à l'axe des X. Donc ici, je vais parler d'un plus 5, donc une vitesse vers l'avant, puis d'un moins 5, une vitesse vers l'arrière. Fait qu'on va falloir apprendre à faire la différence entre la notion de est-ce que je donne ma vitesse selon l'axe des X puis que ça a un signe, ou est-ce que je donne juste la valeur absolue de la vitesse puis que ça n'a pas de signe. Dans les groupes les plus avancés, on va apprendre à tracer, bon, on l'a déjà mentionné tout à l'heure, on va tracer des graphiques de position en fonction du temps. Encore une fois, c'est la position X en fonction du temps ici. Le trait plein, c'est l'objet qui avance, puis qui est à différentes positions en fonction du temps qui s'écoule. Puis on va réaliser que la vitesse moyenne, les calculs de vitesse moyenne qu'on fait, ça correspond à calculer la pente entre deux points de cette courbe-là. Équation très importante qu'on va utiliser pour résoudre des problèmes de positionnement. Donc, quelle est la position finale en fonction de la vitesse moyenne de l'objet? Donc, évidemment, la position finale dépend de la position initiale, plus à quelle vitesse que j'allais, puis pendant combien de temps que je l'ai fait. Et on voit ici que je prends une vitesse avec un signe. J'ai écrit vitesse moyenne selon X. On va faire la différence entre la distance parcourue, symbole dp, puis le déplacement delta X. On va calculer un autre genre de vitesse. Dans les faits, c'est celle qu'on utilise le plus dans la vie courante, alors que les physiciens prennent plus l'autre définition. Les gens, dans la vie courante, on parle plus de la vitesse scalaire moyenne, que là, on utilise dp divisé par delta t, au lieu de delta x divisé par delta t. Prendre note que j'utilise des paramètres qui sont parfois différents de certains livres de physique, entre autres le livre qu'on recommande le plus présentement, Séguin, vitesse moyenne selon x, puis vitesse moyenne tout court, je l'écris comme ça, alors que plusieurs livres vont mettre une petite barre au-dessus du V. Okay? Ça fait encore des petites barres à traîner. Quand on est dans des éditeurs de texte, c'est difficile à faire, donc je préfère que l'on utilise MOY en dessous quand on parle de la vitesse moyenne. Distance parcourue, je pense que les livres de physique utilisent la même chose que moi. Puis vitesse scalaire moyenne, Séguin utilise toutes des lettres majuscules ici, VSM. Moi, je garde mon petit V que j'utilisais déjà pour des vitesses, puis j'écris SM en indice pour scalaire moyen. Okay? Donc, prenez note de ces différences-là et étudiez les symboles que moi j'utilise. Donc, revenez sur cette feuille-là pour vous assurer d'utiliser les bons symboles. Je passe à la prochaine page de mon résumé de notes de cours. À cet endroit-là, on retrouve la notion de vitesse instantanée, donc une notion avancée que je ne vois pas avec tous les groupes, donc j'en parlerai pas vraiment dans le résumé, mais si on a besoin de se rappeler c'est quoi la vitesse instantanée et de travailler avec, c'est la partie du résumé qui en parle. Fait que ceux avec qui je vais travailler ça, on le verra. Ceux avec qui je vais travailler, encore une fois, je ne le fais pas avec tout le monde, donc ceux avec qui on va travailler comment obtenir la position à partir de la vitesse instantanée en étudiant le graphique. Là, cette fois-ci, c'est un graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, il y a une façon de faire. Fait qu'au besoin, on reviendra sur cette partie-là de mon résumé. Avec tous les groupes, on va souvent parler du mouvement rectiligne uniforme ou juste du mouvement uniforme. Des fois, on oublie le rectiligne parce que de plus en plus appelé à le laisser tomber parce qu'on peut appliquer ces équations-là même si on ne s'en va pas en ligne droite. Okay? Donc, si l'objet avance à vitesse constante, même s'il avance sur des courbes ou même sur un cercle, on est capable d'appliquer les équations qui sont ici, qui sont dans le fait des façons différentes de présenter les mêmes équations qu'on avait au début. Dans un premier temps, je rappelle c'est quoi un mouvement uniforme. On pourrait aussi l'appeler mouvement à vitesse constante parce qu'on voit ici que toutes mes vitesses, que ce soit la vitesse finale, initiale, la vitesse moyenne, tout ça, c'est égal à une constante différente de 0. C'est ce que j'ai essayé d'écrire ici mathématiquement, là, mais ça veut dire que la vitesse est constante, puis elle n'est pas égale à 0. Évidemment, ce n'est pas un mouvement, si la vitesse est égale à 0, c'est l'absence de mouvement. Donc, quand on a un MU comme tel, les deux lois de physique qu'on utilise, c'est les deux lois qui sont ici. Okay, donc, on y reviendra en temps et lieu. Vitesse relative, je ne le fais pas avec tous les groupes, donc j'en parlerai pas dans le résumé non plus. À côté, j'ai mis encore une fois des façons qu'on représente les choses. Puis surtout, j'ai mis un rappel que quand un objet avance sur l'axe des X, tout est positif. Donc, cette vitesse-là, la vitesse moyenne selon X, ici, c'est une valeur positive. Fait que je prenne la valeur absolue ou la vitesse selon X, j'ai le droit de mettre une égalité entre les deux, puis toutes les fois que je vois vitesse moyenne selon X, j'aurais le droit d'écrire juste vitesse moyenne, parce qu'on est positif. Mais faire attention quand on définit que l'axe des X va de façon standard vers la droite le plus souvent du temps qu'on le définit, mais que la vitesse, l'objet se déplace vers l'arrière, faut pas oublier que ma vitesse moyenne selon X, ou même la vitesse instantanée selon X, vont être négatives. Okay? Donc, il y a comme une inversion. Là. Oui, ma valeur absolue est positive, mais ma vitesse selon X est négative, elle. Bon, peut paraître
pas aisé quand on le voit la première fois comme ça dans le résumé, là, mais on va revenir là-dessus en faisant des exercices, puis ça va devenir plus clair.